qui veut être coprésident? On est en train de chercher votre alter ego, Nicolas Sauret. Est-ce qu'on prend l'initiative de démarrer? Peut-être pas, on attend là encore quelques instants, pardon. Voilà, Guy Geoffroy, qui va s'installer directement sur cette estrade. Bonjour, monsieur Geoffroy. Voilà, 101e congrès des maires et des présidents de PCI. C'est d'ailleurs beaucoup aux EPCI qu'on va s'adresser lors de ce forum. Bonjour à toutes et à tous. Un forum sur l'innovation en matière de gestion, plus ou moins avancée, plus ou moins localisée, puisqu'on comprend qu'il n'y a pas de recette, mais que chaque territoire est un peu soumis à imagination. Gestion des déchets de petits chantiers. Avec nous, deux présidents de séance qui sont des garçons très avancés sur le sujet toute l'année, dans le giron de l'Association des maires de France. Guy Geoffroy, d'une part, bonjour à vous. Vous êtes maire de Comble-la-Ville. Qu'est-ce qui vous passionne dans le déchet? C'est quoi l'enjeu personnel ou l'enjeu de service public qui vous semble important à soulever au point que vous négociez des espaces comme cela pendant le Congrès des maires de France? Ce qui me passionne dans le déchet, c'est justement qu'on a pris l'habitude, et on est un certain nombre probablement à avoir aidé cette démarche, de considérer que le déchet, ce n'est pas quelque chose de répugnant dont il faut se débarrasser après avoir payé sa soulte, mais au contraire, une richesse insoupçonnée qu'on a voulu longtemps considérer comme n'égalant jamais la matière première toute neuve, hein, et qui donc, au travers de tout ce qui peut permettre le recyclage, et Dieu sait qu'on est inventif et qu'on va continuer à l'être en cette matière, hein, de donner une nouvelle vie aux déchets et par la même occasion de donner du sens à la relation entre l'usager du service public de la collecte et du traitement des déchets, citoyen par ailleurs et contribuable une fois de plus, hein, et tout ce qui peut découler du travail qu'on lui demande d'effectuer le mieux possible et auquel il se tient d'autant plus prêt qu'il a justement conscience de l'intelligence du process que l'on met en place. Alors 90 minutes pour disserter sur les bonnes pratiques, les bonnes idées, peut-être les pièges à éviter. Nicolas Sauret, quant à vous également, vous êtes président d'une communauté de communes, de celle du Jeuvinien, c'est dans l'Yonne, non, 86, oui c'est ça? Oui, c'est 89, alors pardon, je corrigeais naturellement. Toute l'année, vous travaillez à l'intérieur, ainsi que Guy Geoffroy, dans ce groupe de travail déchets, sous l'égide d'une commission environnement au sein de l'AMF. D'où vient votre engagement sur ce sujet? Vous êtes artisan vous-même, par exemple? Pas du tout. Mais dans ma vie professionnelle précédente, j'ai travaillé à créer la première entreprise française de gestion des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques, juste après la mise en place de la REP, de la responsabilité élargie des producteurs. On est au milieu des années 2000. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris combien ce sujet des déchets était un sujet passionnant, même si c'est pas très sexy dans les dîners en ville de dire que vous avez une passion pour les poubelles, il faut bien l'avouer. Néanmoins, c'est un sujet social, et notamment d'acceptation sociale, parce que je mets au défi un élu de dire qu'il a mis en place sur son territoire un outil de traitement des déchets en disant que tout s'est parfaitement bien passé. C'est un sujet financier qui a un coût extrêmement important pour les collectivités. Et c'est un sujet aussi extrêmement technique, en fait, parce que comme le disait monsieur le maire de Comble-la-Ville, c'est un sujet technique et technologique, parce qu'aujourd'hui, l'orientation qui a été prise en France et plus globalement en Europe, qui a été de dire on arrête de traiter les déchets de façon uniforme à travers des incinérateurs ou des centres d'enfouissement, mais on essaye de créer les filières qui vont bien, non seulement pour traiter, mais aller vers un maximum de recyclage, faire en sorte que les déchets d'hier deviennent les matières premières de demain, c'est absolument passionnant.
Sous votre égide, on va écouter en particulier Jean-Yves Menoux dans quelques instants, qui est président du syndicat mixte tri et recyclage des déchets. Le mot est employé, on verra dans quelques instants que parfois on essaye de l'éviter. On lui donne une valorisation à ce mot même. Ouest Côte d'Armor valorise. Vous êtes maire de où par ailleurs? De la commune de Ploubert. Je suis maire honoraire actuellement. Hein. D'accord. Mes cheveux blancs maintenant commencent à penser, il faut penser un peu à la sortie. 4 mandats de maire et je suis élu depuis 83 et président du SMITRED, président fondateur depuis 90. Voilà, vous serez au cœur même de cette table ronde puisque votre témoignage, son ancrage, 2 fois 10 ans de préoccupation environnementale. Alors tout à l'heure, on se parlait. Vous me disiez que votre intérêt pour les déchets, il venait d'une chose absolument incroyable, c'est on remonte à Jean-Yves Menoux en culotte courte. Absolument, ça me fait un peu sourire. Oui, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, on va dire ça comme ça. Bon, parce qu'on en a parlé, on peut partager, on n'est pas très nombreux. Hein, donc en fait, mes parents étaient agriculteurs et puis auprès de la ferme, il y avait une décharge communale. Et imaginez les décharges communales des années 60, ce qu'on pouvait trouver. Je suis devenu élu en 83. Et ma première préoccupation était de faire en sorte que le conseil municipal, qui avait déjà voté pour aller vers un centre d'enfouissement de classe 2 à l'époque, un syndicat, bien que j'étais adjoint avec le maire, mais c'était juste à cheval sur les 2 mandats, j'ai réussi à convaincre le nouveau conseil municipal à ne pas adhérer à ce syndicat parce qu'on allait vers de l'enfouissement, parce que je suis pour le 0 enfouissement. Voilà. Et cette décharge, quand vous l'avez vue déjà toute votre vie et peut-être se modifier dans la fréquentation, sa taille, qu'est-ce que votre sensibilité vous amenait à en penser? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que d'abord, cette décharge, on va dire, elle était sauvage. Elle n'est pas loin d'un cours d'eau. On récupérait de tout dans cette décharge-là. Mais quand je dis tout, c'est tout. Y compris des déchets d'abattoirs, de poissonnerie, des garages de la ville de Lannion juste à côté. Enfin bref, tout. Et la petite chance qu'on avait de temps en temps, c'était grâce aux artisans, on va en parler longuement tout à l'heure, qui faisaient un peu de terrassement, qui venaient de temps en temps mettre un peu de terre par-dessus tout ça. Mais c'était catastrophique. On a eu les nylons, les plastiques qui sont arrivés, qui sont volés dans les champs, dans les pâtures. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette décharge? Elle est complètement fermée, fort heureusement. Elle a été réhabilitée en partie, pas à 100%. Vous savez très bien que c'est pratiquement impossible. Mais voilà, c'est ça, je suis né dedans. Voilà, la petite confidence, voilà. On va en reparler tout à l'heure. Un peu plus institutionnel. Monsieur Geoffroy, Monsieur Soré, je vous propose peut-être de sonder avant que vous nous disiez les enjeux de cette table ronde, les convictions que vous avez peut-être déjà, de demander à 1 ou 2 personnes ce qu'ils attendent des élus que vous êtes ou de cet événement. Je vais peut-être. Il y avait un monsieur qui était ce matin, il est sur son téléphone portable, il était sur la réunion parité, je profite de cette. Il est fidèle de la salle 500. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? Alors, bonjour à tous. Effectivement, je suis vice-président de mon EPCI en charge de l'environnement et des déchets. Et effectivement, cette question des déchets, j'ai l'impression qu'il y a un trou dans la raquette. Voilà. Il y a des filières qui sont très très bien organisées et puis de temps en temps, il y a des endroits, des filières, des sujets. Et moi, j'attendrai effectivement des solutions ou en tout cas des retours d'expérience. On sait en la matière qu'en termes de déchets, il n'y a pas la solution universelle qui marcherait dans tout notre pays. Mais effectivement, ce sont des retours d'expérience. En tant qu'élu local, tous ces petits chantiers, ça nous pourrit un peu la vie, hein, faut bien se le dire. Et généralement, c'est la faute au maire s'il y a un dépôt sauvage. Donc peut-être que la filière n'a pas bien organisé. C'est vrai qu'on peut toujours culpabiliser les uns les autres en disant ça vient de les gens manquent de civisme, etc. C'est vrai. Mais en même temps, est-ce qu'on propose quelque chose en face? Donc voilà, c'est ce quoi j'attends. On sera peut-être au rendez-vous. On vous demandera à la fin de la réunion, d'ici vers 15h25, peut-être, si vous avez eu des éléments de réponse. Je me tourne vers une complice que j'ai vue il n'y a pas longtemps dans une réunion. Madame, vous êtes élue locale à Sceaux. Vous êtes une adepte d'un type d'économie qui tourne dans tous les sens. Ça donne le vertige. D'ailleurs, c'est presque glamour aujourd'hui de parler de déchets dans les dîners en ville grâce à des gens comme vous. Alors expliquez-nous pourquoi et qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Bien, tout d'abord, on se mobilise toujours pour les espèces en voie de disparition. Et je pense que c'est justement le cas du déchet. On est aujourd'hui dans un nouveau modèle de transition, un nouvel modèle économique. Et je pense que ce soit dans le bâtiment ou ailleurs, percevoir l'ensemble de ces gisements de matériaux et imaginer un autre usage que celui d'aller dans une poubelle, je pense que c'est vraiment le challenge que nous avons tous à relever.
Vous faites partie de ces gens qui emploient de moins en moins le mot de déchet au profit de ressources, par exemple. Il y a un mot que vous n'avez pas employé, c'est ce que vous défendez, c'est la circularité de l'économie, c'est ça? Oui, c'est effectivement la notion d'économie circulaire. Moi, je dis souvent, un peu pour être provocatrice, le développement durable est mort, vive l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que si on parle environnement, on est un peu dans de l'entre-nous, de l'entre-soi. On est tous mobilisés, mais on ne touche pas tout le monde. Dès qu'on parle économie circulaire, on va parler économie, modèle économique, entreprise. Pour une entreprise, c'est un véritable gain financier que de changer son modèle, de faire de l'éco-conception, de prévoir d'utiliser de la matière recyclée. Donc là, on est vraiment dans une démarche prospective qui ne peut que développer de l'emploi local, rendre encore plus attractifs nos territoires, nos villes, nos communes. Et ça, c'est effectivement l'objet un petit peu de nos mandats respectifs, d'avoir des villes vivantes, des communes attractives et de l'emploi local. Merci. Alors, flanc gauche, flanc droit, est-ce qu'il y a un élu local, un maire, peut-être pas membre forcément du groupe de travail déchets de l'Association des maires de France, qui veut exprimer une attente ou une première certitude ou conviction? Merci, Madame Oberlé. Oui, merci. Je suis maire, président de PCI et vice-président d'un conseil régional. Simplement, dans la politique déchets, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mon collègue disait il y a quelques instants, il y a un trou dans la raquette. Et je le rejoins tout à fait dans cette affaire-là. Moi, je pense qu'il y a même deux trous dans la raquette. Il y en a un qui est aussi sur le volet de la fiscalité. Peut-être si nos hôtes du jour peuvent nous dire leur idée sur cette affaire-là. Parce qu'on a d'un côté une loi qui est vertueuse, qui nous dit voilà comment est-ce que demain il faut fixer des objectifs qui sont extrêmement intéressants en termes de valorisation, valorisation matière, notamment bien mieux que valorisation énergie, même valorisation énergie. On parle tous d'économie circulaire dans nos collectivités, évidemment, mais on sent qu'il y a un trou sur le plan fiscal entre les ambitions effectivement de la loi et puis ce qui retombe finalement sur qui? Sur nous, élus locaux, qu'on soit au niveau des conseils régionaux qui sont maintenant en charge de l'élaboration des PRPGD, avec le volet donc également PRAEC, ou bien également sur les syndicats qui demain vont devoir, en fonction de ce qu'on leur impose, soit au niveau régional, soit dans la loi, ils vont voir leur coût de traitement monter. Et il y a une véritable révolution fiscale à faire du côté du déchet qui, à mon sens, mais peut-être que nos autres vont nous dire ce qu'ils en pensent, n'est pas tout à fait réalisé. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez envie aussi de proposer quelque chose à la réflexion de l'AMF ou... Par exemple, et dans le droit fil de ce que disait Madame il y a un instant sur l'économie circulaire, on sait que des objets recyclés actuellement, les taux de TVA ne sont pas différenciés, par exemple, en tout cas pas suffisamment, entre un taux de TVA sur un objet recyclé et un taux de TVA sur un objet première main, en quelque sorte. Et comme on sait qu'effectivement, le recyclage, finalement, peut favoriser nos économies locales et finalement la valeur ajoutée qu'on a sur nos savoir-faire, je crois que là, il y a une piste de réflexion. Par exemple, les différentiels de TVA entre l'objet deuxième main et l'objet première main. C'est une piste de réflexion intéressante. Puis une étude économique en disant finalement, est-ce que cette baisse du coût de TVA, ça ne va pas faire des plus en matière d'emploi qui sont largement profitables? Bon, mais c'était déjà une capture riche de ressentis ou d'attentes. Est-ce qu'on les traite, peut-être on les traite tout de suite et puis après on ira vers le cheminement, vers Monsieur Menou avec son témoignage de 20 ans d'observation. Qu'est-ce que vous répondez sur ces trous dans la raquette et ces vertus prônées en matière de valorisation de déchets? Alors, sur les trous dans la raquette, on ne serait pas là s'il n'y en avait pas. Si nous avions toutes les réponses à tous les sujets, et en particulier sur le sujet très précis qui nous réunit aujourd'hui, on ne serait pas trois avec vous, il y aurait une seule personne à la tribune qui viendrait délivrer le message. Voilà ce qu'il faut faire, et si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas bien appris votre leçon. Donc je crois que ça, c'est très important d'avoir à la fois détermination et humilité sur ces sujets. Moi, ce qui me vient à l'écoute des trois témoignages et des trois déclarations d'attente que vous avez suscitées, c'est tout d'abord, concernant la première déclaration, l'identification du sujet. On n'a pas 100% de très bonnes solutions quand on réussit à collecter, mais on en a de plus en plus et de mieux en mieux. Par contre, là où on n'a pas de solution, c'est sûr
c'est sur les sujets, sur les déchets qu'on ne réussit pas à capter. Quel est le problème concernant les déchets des petits chantiers? Ce n'est pas le fait que l'artisan va en déchetterie et n'est pas content parce qu'il a dû attendre, parce qu'on lui fait payer trop cher. Bon, ça c'est un sujet, mais ça se traite. C'est l'artisan qui s'est déclaré comme tel auprès de la personne qui avait émis un besoin, qui lui fait confiance, qui n'est pas tout à fait un artisan, qui a fait payer la mise en déchetterie, ce qui a mis la personne concernée totalement en confiance sur le fait que l'activité pour laquelle elle vient de rémunérer un artisan ne serait pas polluante, lequel artisan entre guillemets, et je crois qu'il faut en mettre beaucoup, une fois encaissé le prix de la mise en déchetterie, va sur le bord de la route, pendant la journée très peu, mais la nuit, moi il m'est arrivé d'en surprendre, et puis mais là où on le constate, nous les maires, de plus en plus souvent, malheureusement, va déposer les déchets qui ainsi appartiendront au casse-tête quotidien des élus locaux que nous sommes. Donc en fait, le sujet, j'espère que nous allons avoir quelques idées qui vont accroître le panel des idées que nous essayons de réfléchir entre nous élus et de mettre en place. C'est comment faire en sorte que diminue de manière substantielle, en vue d'atteindre un jour l'extinction du phénomène, les dépôts sauvages qui sont dus aux trous dans la raquette venant non pas des collectivités, de leurs responsables et de l'ensemble de leurs partenaires, mais venant de ceux qui ne jouent pas le jeu. Comment faire en sorte d'amener ceux qui ne jouent pas le jeu à jouer le jeu? Comment leur faire prendre conscience qu'eux aussi, ils ont une responsabilité globale dans le respect de notre environnement et dans l'ensemble des démarches qui concourent à donner aux déchets une valeur positive et non pas une valeur de rejet. Et j'avoue qu'on a quelques idées, on a quelques pratiques, mais dans les réunions du bureau de mon syndicat, comme dans les réunions de mon comité syndical, ce sujet fait partie de ceux pour lesquels on passe beaucoup de temps, sur lesquels on a quelques idées, j'en donnerai une ou deux pour ne pas rallonger mon intervention et pas plus, mais sur lesquels on est malgré tout à court d'idées. Bon, on a une idée qu'on va probablement mettre en place, qui est un petit peu délicate, c'est celle qui consisterait à donner consigne à nos habitants de ne payer la mise en déchetterie que lorsqu'ils auraient la preuve par un tampon qui aurait été mis par la déchetterie que les dépôts ont bien été mis en déchetterie. Alors, c'est une idée très simple, très théorique. Est-ce qu'elle peut fonctionner? On est en train de voir dans quelles conditions on peut la mettre en place. Ça demande un peu d'administratif, mais on va essayer de le faire. Et nous, on a mis en place, ça donne quelques résultats, parce que on voit ce qu'on constate et on ne voit pas ce à quoi on a échappé. Donc on peut penser que ce qu'on a mis en place a permis peut-être d'échapper à une aggravation du phénomène. On a mis en place le service à la demande. Le service à la demande est quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux. On a par exemple chez nous un SOS déménagement qui permet à une famille qui déménage et qui n'a pas mesuré tout ce qui ne rentrerait pas dans le camion, surtout si c'est un peu abîmé, de lui mettre pour la modique somme de 70 € une benne à disposition le jour venu pour que tout ensuite aille en déchetterie chez nous. Donc ça fonctionne relativement bien, ce qui n'empêche qu'on a encore des déchets de déménagement sur nos trottoirs. On peut envisager également pour les petits chantiers chez les particuliers, la possibilité qu'une benne soit mise à disposition, moyennant un prix qui serait déterminé par la collectivité. Bon, voilà quelques idées, mais vraiment pour le premier sujet et le premier trou dans la raquette, pour moi c'est la préoccupation. Sur la fiscalité, un seul mot. Je suis comme beaucoup ici choqué par l'impact de la TGAP. Moi je suis le président du seul syndicat d'Île-de-France qui méthanise la partie fermentescible des déchets ménagers. On est quand même dans une bonne direction. On ne brûle pas de matière organique, on l'enfouit encore moins. On valorise la matière organique, on lui fait produire son méthane et ensuite on la traite bien sûr en la compostant. Eh bien, nous sommes quand même taxés au titre des activités polluantes. C'est un vrai sujet. Est pollueur celui qui ne prend pas la peine de faire autre chose de son déchet que de le mettre en décharge.
n'est pas pollueur celui qui fait tout pour aider au recyclage, aider à la valorisation, qu'elle soit organique, qu'elle soit matière, qu'elle soit énergétique. Nicolas Sauret, donc prévenir, sanctionner les dépôts sauvages. 3 élus qui ont pris la parole, évoquant un trou dans la raquette, je reprends l'expression, évoquant des pratiques vertueuses. Votre collègue, qu'est-ce que vous avez envie, en prélude du témoignage de Jean-Yves Menoux, qui n'aura pas la réponse à tout, je ne veux pas qu'on lui mette la pression, notre breton, là. Qu'est-ce que vous, du côté aussi de votre territoire, vous avez envie d'explorer avec... Vous savez, quand on a réfléchi à faire la proposition au bureau de l'AMF de consacrer un temps pendant ce congrès à la question des déchets, on aurait pu prendre 1000 chemins. On aurait pu parler des équipements électriques électroniques, on aurait pu parler des emballages et du recyclage des emballages, on aurait pu parler des déchets d'ameublement, par exemple. Bon, ça aurait été extrêmement facile parce que ces 3 sujets sont des sujets où les filières sont mises en place, où pour le coup, on aurait pu se contenter d'avoir quelqu'un à la tribune qui vienne nous expliquer comment il faut faire. Bon. Et on a choisi justement le trou dans la raquette, où il y a le moins de façon volontaire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément qu'il y a moins de réponses, c'est justement qu'il n'y a pas une réponse. Et il n'y a pas une solution uniforme qui puisse être appliquée sur le territoire. On va le voir, tous les territoires sont extrêmement différents. Existe-t-il une solution privée à vos portes qui permette d'orienter les artisans vers la solution privée? Si elle n'est pas là, que fait la puissance publique? Le trou dans la raquette qui a été évoqué, j'aime beaucoup l'expression, je l'utilise constamment sur ce sujet, il est réel, mais il est aussi juridique. C'est-à-dire que ça vient de là, en fait. Le vrai problème, il vient de là. C'est que dans le droit, les collectivités sont censées apporter une réponse aux déchets des particuliers. Les EPCI en particulier. Hein. Les EPCI, c'est une compétence obligatoire des intercommunalités. Aux déchets des particuliers. Dans le droit, en vrai, on pourrait totalement, nous, élus locaux, se retirer des déchets des professionnels parce que, dans le droit, les professionnels sont censés s'organiser et aller vers des réponses proposées par les professionnels. Donc les seuls déchets dont vous vous occuperiez, théoriquement, c'est moi qui refais ma cuisine, tandis que si je confie ça à un artisan, vous ne vous en occuperiez pas. Le cœur du problème est là. C'est-à-dire que ça, c'est en théorie, vu de Paris. Dans la vie réelle et dans la vraie vie, le même déchet, du coup, s'il est importé par Monsieur Dubois qui vient de refaire sa cuisine à la déchetterie, il n'y a aucun problème. Si le même déchet, il est apporté par l'artisan qui a aidé Monsieur Dubois à refaire sa cuisine, on n'est plus censé le considérer de la même façon. Bon, dans la vraie vie, quand vous avez l'artisan face à vous dans votre bureau, c'est aussi votre concitoyen, c'est aussi votre contribuable, et lui, très naturellement, il se retourne vers la puissance publique en disant « Qu'est-ce que vous faites pour moi? Qu'est-ce que vous me proposez ?» Et donc, c'est aussi ça le problème. Donc c'est bien un problème d'élus et d'intérêt général, juste pour évidemment, réduire... parce que sinon, je dis surtout pas que c'est ce qui se passe de façon systématique, mais le risque qu'on prend tous, si on dit, écoutez, moi c'est pas mon problème, débrouillez-vous avec ça, on sait très bien le risque qu'on prend, c'est-à-dire le soir même ou dans la nuit, de devoir aller chercher quelque part ce qu'on appelle un dépôt sauvage. C'est le risque que l'on peut prendre. Mais au-delà de ça, d'ailleurs, tous les élus locaux qu'on est, on tient beaucoup à la présence de nos artisans sur les territoires. Ils font vivre le territoire, ils créent sa richesse, etc. C'est assez peu élégant. Il y a très peu d'élus qui font ça, j'imagine, de dire c'est pas mon problème, démerdez-vous. Si vous devez faire 100 km aller-retour pour aller au nord, chez moi c'est le cas dans Lyon. Hein. Il y a 2 structures dans Lyon qui accueillent les déchets des artisans. Une au Grand Nord, une au Grand Sud. Ça veut dire qu'un artisan de chez moi, s'il veut faire vraiment les choses bien, si la puissance publique à travers ses déchetteries ne lui proposait pas de solution, il devrait faire 100 km pour aller déposer ses déchets. Autant de temps de travail, autant de coûts. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si ce n'était pas un sujet et on doit s'en mêler. Et derrière, du coup, très spontanément, vient la question très immédiatement, vient la question du « mais qui doit payer ?» On va voir dans quelques minutes un projet, parce que c'est comme ça qu'on a monté cette table ronde. À partir du moment où on estime qu'on n'a pas une solution unique à proposer, voire à imposer partout sur le territoire, on a essayé de faire ressortir des initiatives qui nous semblent remarquables. C'est ce qu'on va voir, en tout cas dignes d'intérêt, qu'il faut regarder de près pour voir si elles sont duplicables sur nos territoires. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a cette question de qui doit payer. Sur mon territoire, puisque vous m'interrogiez, dans ma communauté de communes, avec l'ensemble du conseil communautaire, depuis déjà plusieurs années, on a fait le choix de basculer à la redevance incitative. C'est-à-dire que nous, face à ce sujet du qui doit payer pour les déchets, notre réponse a été ceux qui les produisent. Alors, je suis un peintre et je viens de refaire pour Madame Dubois, puisque c'est elle que vous citez à chaque fois, sa cuisine ou sa salle à manger. J'ai du déchet. Qu'est-ce que je fais quand je suis sur le Jovinien ? Alors,
vous payez votre redevance incitative. C'est-à-dire que Madame Dubois, elle paye aussi sa redevance incitative, et dans sa redevance incitative, il y a le fonctionnement de la déchetterie. Donc à partir du moment où c'est déjà payé, nous, la déchetterie est en libre accès, pour les particuliers comme pour les professionnels. Mais aussi parce que nous n'avons pas d'offre privée immédiatement sur le territoire qui pourrait être mobilisée pour qu'on oriente nos artisans. Et on ne va pas les laisser sans solution. Mais la question qui doit payer les déchets, elle dépasse cette question des déchets de chantier. Et pour le coup, en France, on a tous, les élus locaux, et c'est de façon absolument transpartisane, il n'y a pas de question derrière ça de droite, de gauche ou de rien du tout. On n'a pas la même approche selon les territoires de qui doit payer pour cela. Certains continuent à utiliser la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est assise sur quoi ? Sur notre question des déchets, sur rien du tout, sur la valeur foncière de votre habitation. Vous me direz quel est le lien avec la quantité des déchets que vous produisez. Bon. Et en même temps, quand on passe à la redevance incitative, je peux vous dire qu'on découvre aussi que ce n'est pas sans poser de difficultés. Donc nous, on a essayé de résoudre l'équation à travers le qui produit paye. Mais on considère que quand c'est l'artisan qui intervient chez un habitant de notre territoire, en fait, l'enlèvement et le traitement a déjà été payé à travers l'impôt que paye le client, finalement, chez qui l'artisan vient travailler. Donc vous voyez, ça pose plein de questions sur quelles solutions on a sur les territoires, privés, publics. La gratuité, est-ce qu'elle doit être maintenue quand il y a y compris une offre privée aux portes? Parce que là, on va basculer dans un autre type d'argumentaire qui consiste à dire mais ça s'appelle de la concurrence déloyale, moi je ne peux pas vivre, etc. Bon, donc ça soulève plein de questions qu'on va essayer d'aborder pendant cette séquence. Peut-être, avant d'écouter M. Menou, juste un point aux deux représentants de ce groupe de travail. Est-ce qu'il y a dans les échanges qu'on va avoir, une disposition que vous aimeriez proposer aux législateurs, au pouvoir public, et que porterait l'AMF, en rapport avec nos échanges? Et auquel cas, on peut vous éclairer ou vous dire non, ce n'est pas une bonne direction. Alors, on a plusieurs pistes parce qu'il faut savoir qu'il y a une loi déchets qui est en préparation là, pour le début de l'année 2019, qui est essentiellement consacrée à transcrire des textes européens. Mais enfin, c'est tellement rare les lois sur les déchets qu'on essaye avec le groupe déchets de l'AMF de mettre le pied dans la porte et de faire passer un certain nombre de nos sujets. La première des choses, c'est sur les dépôts sauvages. De façon générale, ce qu'on essaye de faire, c'est de réarmer l'élu local, le réoutiller sur cette question des dépôts sauvages, notamment sur les outils qu'il peut utiliser. Vous savez que par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser la vidéo, mais on peut utiliser les photos. Bref, on essaye d'harmoniser. On s'est surtout rendu compte, en creusant avec l'AMF, que l'essentiel des dépôts de plainte en France sur les atteintes à l'environnement sont, désespérément, classés sans suite. Sans suite, fermez les guillemets. Et donc, là, on a un sujet. Pour soulager les tribunaux, semble-t-il que la justice... Ça, vous demanderez à Vendôme pourquoi on est dans cette situation-là qui fait que l'essentiel des atteintes à l'environnement ne sont pas poursuivis. Mais enfin, c'est un état de fait qui nous pose problème. Donc, on va essayer d'abord de nous réarmer là-dessus. Et puis, le deuxième sujet sur lequel on travaille avec l'AMF, parce qu'on va le voir tout à l'heure, on accueillera un représentant de la CAPEB. Ce sera extrêmement intéressant d'entendre, y compris sur cette proposition. Vous savez que si je fais le parallèle avec les déchets d'équipements électriques et électroniques, vous allez demain dans n'importe quelle grande surface pour acheter un réfrigérateur ou une télé, vous avez le droit de rapporter votre réfrigérateur et votre télé, charge à l'enseigne d'organiser son traitement. Ça existe en partie pour les déchets de chantier. Je dis en partie parce que selon chez quel distributeur vous allez, il n'aura pas les mêmes obligations. Vous allez chez je ne sais pas si j'ai le droit de citer des marques, on s'en fout, on y va quand même. Ouais. Vous allez chez GEDIMAT, c'est du B2B. Ils ont l'obligation de reprendre vos chantiers. En principe, je n'y vais pas parce que je suis un particulier. Et vous comme moi, on est deux grands bricoleurs, j'en suis sûr, ça se voit. Vous refaites votre salle de bain et vous allez acheter vos matériaux chez Leroy Merlin d'à côté. Si vous essayez de revenir avec vos déchets de chantier chez Leroy Merlin, vous risquez de vous faire accueillir. Parce que c'est pas la législation n'a pas été, la réglementation n'a pas été taillée par un parallélisme des formes. Et nous, ce qu'on demande, c'est que cette obligation, elle soit imposée à l'ensemble des distributeurs de ces matériaux, peu importe qu'ils soient sur du B2B ou du B2C. Voilà, ça fait partie de ces petites choses qu'on essaye de pousser dans la prochaine loi déchets. Très bien. Guy Geoffroy, sur cette direction d'instance. Alors, moi, j'ai deux suggestions qui relayent celles qui viennent d'être faites. Sur la première, sur les insuffisances de la loi, ou plutôt du traitement judiciaire de dispositions qui sont susceptibles de rentrer dans le cadre de la loi. Bon, c'est ça, comme ça qu'il faut le dire.
il est clair que la priorité des tribunaux en certains endroits n'est pas obligatoirement celle qui nous réunit aujourd'hui. Comment vous dites ça? Et il y a un problème plus général qui est que même quand il y a poursuite, nous n'avons pas, nous, élus, le résultat du jugement et de la sanction qui a été décidé par la justice, parce qu'il y en a des sanctions. Alors que le simple fait, ça nous arrive sur d'autres infractions, notamment les infractions routières, quand on peut faire savoir à la population que suite à un travail que nous avons mené avec notre police municipale, avec l'ensemble de nos personnels, où nous nous sommes nous-mêmes engagés en faisant connaître à la justice ce qui s'est passé. Nous avons le retour de la condamnation des personnes qui ont été mises en cause. Ça, alors peut-être trop peu et peut-être trop peu longtemps, mais ça a quand même un impact. Donc il y a ce sujet du retour d'informations auprès des élus sur les infractions pénales, parce qu'il s'agit d'une infraction pénale sur lesquelles nous avions alerté dans le cadre de nos responsabilités l'autorité judiciaire. Et le deuxième sujet, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur lequel il faudrait que les pouvoirs publics se prononcent, c'est sur la notion même de taxe générale sur les activités polluantes. On parlait d'économie circulaire, on parlait de circuits courts, on parle de gestes vertueux de l'habitant, on parle de responsabilité assumée de manière vertueuse par les élus. C'est de plus en plus le cas. L'État, lui, est aveugle. À partir du moment où on est sur du déchet, on est sur de l'activité polluante. Recycler, si c'est pollué, je ne comprends plus. Méthaniser, composter, si c'est pollué, je ne comprends plus. Donc, il y a vraiment un sujet. Alors, bien sûr, Bercy nous dira on n'a pas d'argent, donc ça, on l'a déjà, on n'en parle pas. Mais les élus sont des citoyens comme les autres, et en plus, ils ont la responsabilité d'expliquer aux citoyens le pourquoi du comment de la loi, de la réglementation et des taxes très nombreuses que nous avons les uns et les autres à supporter. Si nous sommes capables d'expliquer à nos concitoyens que telle taxe, elle correspond à ce que nous avons à payer. Il ne faut pas parler d'activité polluante pour le traitement des déchets. Ou alors, c'est parce qu'on a mal agi dans le cadre des règlements européens transcrits dans le droit français et des lois françaises qui travaillent sur ce type d'activité. Donc moi, je ne suis plus parlementaire, mais si j'étais encore parlementaire, moi qui avais créé à l'Assemblée nationale le premier groupe déchets ménagers de l'histoire récente de l'Assemblée, j'aurais, dans le cadre de la discussion qui va avoir lieu en début d'année 2019, posé la question quel intitulé et quel fondement d'un impôt sur l'activité économique qui est celle des déchets. Ne parlons plus d'activité polluante, ou parlons-en lorsqu'effectivement les élus n'auront pas assumé leurs responsabilités par rapport à tous les grands canons de la transition énergétique et écologique. Merci. Une micro-précision pour bien circonscrire le débat d'aujourd'hui. Ces chantiers, c'est donc BTP. Mais en vérité, quand on creuse, le sujet, c'est plus le B que le TP. C'est-à-dire c'est plutôt le bâtiment que les travaux publics. Parce que quand on travaille le dossier, on se rend compte que sur les travaux publics, les filières sont plutôt bien organisées. Il s'agit souvent de groupes, voire de grands groupes, qui, eux, ce sont d'abord souvent des déchets inertes, donc ça ne pose pas de problème. Le vrai problème, c'est les déchets du bâtiment, avec, pour certains d'entre eux, une dimension de dangerosité. Évidemment, on ne fera pas tout un débat sur l'amiante, évidemment, on ne fera pas tout un débat sur le plâtre, mais ce sont des déchets dangereux pour la santé, comme s'agissant de l'amiante, et évidemment pour l'environnement. Donc en plus, ça rajoute une dimension particulière, c'est que, je reboucle avec les dépôts sauvages, un dépôt sauvage d'ordures ménagères, c'est pas agréable du tout, ni visuellement, ni pour la planète, ni pour personne. Un dépôt sauvage d'amiante, vous prenez une dimension tout autre, tout de suite, parce que là, il y a clairement un problème de dangerosité. À noter que le volet sanctions, je crois, contre les dépôts sauvages, l'AMF, votre instance d'ailleurs, organisera début 2019, en même temps, simultanément sans doute au travail sur la loi, un colloque ou une réunion au Quai d'Orsay, très vraisemblablement. Jean-Yves Menou, peut-être d'abord, qu'est-ce que vous avez entendu jusqu'ici avant que vous nous décriviez votre dispositif ? D'abord, on se rejoint, déjà avec Nicolas et puis avec Guy. On est depuis quelque temps ensemble sur ce problème-là. Moi, je suis depuis plus de 20 ans sur ce sujet. Je me réjouis en tout cas qu'en 20 ans, on a fait quand même un grand chemin. Parce que hier, on parlait que des déchets. Aujourd'hui, on parle des ressources.
Moi, je me souviens d'avoir parlé pour la première fois de cycle de vie des produits. Et de dire, voilà, lorsqu'on met le produit sur le marché, il faudra penser à sa résurrection, on va dire ça comme ça, voir comment on peut faire en sorte de le récupérer et le réutiliser. Mais il y a 20 ans, 25 ans, parce que j'ai démarré en 90 cette affaire-là, on me prenait un peu pour l'éliminer, quoi. Il faut être clair, quoi. Mais regardez, aujourd'hui, 25 ans plus tard, il y a quand même un grand chemin de fait. On parle d'économie circulaire, on parle de développement durable, et on est rentré dans ce processus-là. Je rebondis sur une réflexion, sur une remarque d'une personne derrière moi tout à l'heure, d'un maire, je crois, ou d'un président. Il parlait de maillons. Des maillons, il y avait des trous dans la chaîne, des choses comme ça, des maillons. Il n'y a pas de solution unique. C'est une juste position de solution. La chaîne, c'est plusieurs maillons. Donc, il faut les construire au fur et à mesure, prendre les problèmes les uns par les autres. C'est ce que nous avons fait, nous, au niveau du Smithred West Armor, que j'ai créé au début des années 90. On a osé écrire plan multifilière, multidéchets, qu'on a appelé Valoris. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on a avancé aujourd'hui sur ce chemin-là. Alors, votre syndicat donc, œuvre sur 2 intercommunalités, celle de Lannion et celle de Guingamp. Donc, on a 50 km entre les deux. À peu près, oui. Une belle surface. Aujourd'hui, je suis peintre en bâtiment. Avec mon collègue Sorel, là, on a bien travaillé. On a une remorque entière de déchets, enfin ce que certains appellent des déchets. Qu'est-ce que je fais quand je suis basé à Ploubéret, qui est votre commune? Voilà, donc vous êtes des bons entrepreneurs, je n'en doute pas. Donc quand vous arrivez à la déchetterie, donc il y a une déchetterie, attendez. Il y a une déchetterie sur ma commune, à Ploubert, où j'étais maire, il y a encore pas longtemps, je suis toujours élu, mais bon, voilà, donc il y a une déchetterie, il n'y a pas de problème, vous serez bien accueillis sur cette déchetterie-là, à condition, puisqu'il y a une condition, que vous ayez préparé votre tri. Si vous arrivez sur la déchetterie, vous avez tout séparé. En tout cas, si vous n'avez pas fait avant d'arriver, il va falloir le faire au moment que vous allez dépoter, comme on dit. Donc, il va falloir mettre le bois avec le bois, mettre le polystyrène avec le polystyrène, mettre les films avec les films, mettre le plâtre avec le plâtre, le placo valorisable, c'est-à-dire les chutes, les tout comme ça, c'est revalorisable, donc mettre séparément. Si vous avez des gravats, si vous avez la bonne terre et la mauvaise terre, vous allez mettre la bonne terre d'un côté et la mauvaise terre de l'autre côté. La bonne terre, chez nous, elle repart avec les usagers de la déchetterie. On n'a pas besoin de gérer. Ça s'autogère. Donc la mauvaise terre, on va dire, qui va plutôt vers les zones de remblai, tout ce qui est béton va être concassé, broyé, va être réutilisé en matière première de nouveau pour repartir. Donc vous avez sur la déchetterie toutes les filières. Moi, je dis souvent maintenant, dans le temps, les déchetteries, Guy, te rappelle-toi, au début des années 90, c'était 4 ou 5 caissons. Aujourd'hui, ce sont des vrais gares de triage. On a tout. La DMS, des DDS, tout ça. Combien y en a-t-il sur l'ensemble du territoire Lannion et Guingamp, des déchetteries de ce niveau? On a 20 déchetteries. D'accord, donc autant d'artisans. Voilà. Et depuis quand existe ce maillage et ce dispositif, donc gratuit, moyennant tri dépoté ou préalable? Voilà, alors ce que je vais vous exposer, il faut être clair. Donc ce n'est pas forcément transposable sur l'ensemble du territoire français, on en parlera tout à l'heure, entre la ville et puis la province et les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou même les grandes métropoles et la campagne, on peut avoir des différences. Donc chez nous, les déchetteries se sont déployées sur l'année 90 jusqu'à 2000-2005 à peu près. Et en 2005, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on était avec un système contraignant. On pouvait venir à la déchetterie 1 fois, 2 fois dans la journée, avec 1 ou 2 mètres cubes, sinon si on était un artisan. Et puis, on était confronté à quoi? Parce que si on a le problème, il faut regarder pourquoi on a ce problème-là. On a été confronté au chèque emploi-service, aux micro-entreprises, auto-entrepreneurs. Bref, vous avez tout compris. Donc, tout ce qui vient un peu en concurrence des artisans qui ont pignon sur rue, pour dire les choses comme elles se présentent. Donc, il n'y avait pas d'équité. Donc, un jour, il y avait déjà, ça grondait un petit peu dans la presse depuis quelque temps, on a eu une manifestation. C'est de là que le déclic est arrivé là. Un samedi matin, donc on a des camions de gravats, de peinture et de plâtre qui ont été donc déversés à l'entrée de la Comaglo de Lannion chez le président. Donc partant de là, il dit attention, c'est qu'il y a vraiment un problème. On avait mis des portiques, vous voyez, sur les déchetteries. Donc ça veut dire qu'on ne regarde pas le problème par le bon bout. Donc j'étais en charge, j'étais le vice-président au niveau de la Comaglo, je suis président du syndicat qui coiffe les 2 intercos. J'étais en charge en tant que vice-président pour l'interco de Lannion. J'ai dit au président, il faut qu'on rencontre donc les professionnels, mais avec un œil différent. Donc on a fait venir la chambre des métiers, la chambre de commerce également, et nous avons réuni donc
un échantillon d'artisans, les râleurs qui étaient venus là mettre déjà ceux qui étaient venus faire manifester. Et au bout de quelques mois, on a amené un schéma. Ce schéma est le suivant. Vous aurez désormais accès à la déchetterie gratuitement, à condition de trier, tout simplement. Et donc, c'est comme un séisme, parce qu'il va falloir préparer les élus à accepter que c'était l'atome qui allait payer le surcoût de l'accessibilité. Bon. Dans les arguments que moi je développe depuis le départ, j'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure, donc les déchets des professionnels, les déchets des particuliers. Moi, je fais la différenciation. Le déchet professionnel, pour moi, c'est le déchet professionnel produit chez le professionnel sur une zone d'activité. Le déchet des particuliers, c'est un déchet qui est produit chez le particulier, peu importe la main, que ce soit l'habitant lui-même, ou que ce soit un prestataire, ou que ce soit donc un chèque emploi-service, peu importe. Donc, partant du principe de la définition de la déchetterie, ça remonte vers les années 86-87. L'ANRED qui avait donc déposé le terme déchetterie. Déchetterie, c'est quoi? Déchetterie, c'est un lieu gardienné, fermé, ouvert au public, permettant donc aux habitants de se débarrasser des déchets ne relevant pas de la collecte dite municipale. Les déchetteries ont été sorties par l'ANRED à l'époque pour combattre donc les dépôts sauvages, déjà. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a vu que lorsque les déchetteries sont arrivées dans les années 90, vraiment les dépôts sauvages ont diminué. Et depuis quelques années, on voit une recrudescence de dépôts sauvages. Pourquoi? C'est mon analyse. Elle ne sera pas forcément partagée avec l'Assemblée ici présente, ni avec tous les élus, je vous le dis tout de suite. Mais c'est mon combat. Hein, vous avez vu mon combat tout à l'heure, c'est contre l'enfouissement, contre les dépôts sauvages. Tout simplement parce que l'accès aux déchetteries, on les a réglementés. Maintenant, il faut présenter un badge, présenter une attestation comme quoi on habite sur le territoire, etc., etc. La fréquence, j'en ai parlé tout à l'heure, on a eu ce problème à Lannion, les volumes. Donc, alors, un habitant, ou peu importe, un acteur qui vient se débarrasser des déchets d'un chantier, vous pensez sincèrement qu'il va, lorsqu'il va se présenter à la déchetterie, s'il est refoulé, rentrer chez lui avec les déchets? Non. Donc, il faut lui apporter la réponse. Est-ce que le fait de trier n'est pas un obstacle à finalement cet accès à la déchetterie? Plutôt que de trier, je balance ça dans une... écoutez, sincèrement, on a quand même sur le territoire, nous avons 200 000 habitants. On avait fait une réunion, on avait invité 600 artisans à la réunion publique. Il y avait grosso modo la moitié. Et il y a eu une adhésion. On n'a pas eu de dérive. Réellement, on n'a pas eu de dérive. On a une ou deux dérives au départ. Je suis allé avec le président de la Chambre régionale, qui est également président de la Chambre des métiers des départements chez nous, et président de la Chambre régionale. Nous sommes allés voir ce professionnel-là, on lui a expliqué, et ça a fonctionné. On a une petite sanction. Hein. C'est quelqu'un qui arrive à la déchetterie et qui n'a pas trié. Qu'est-ce qui se passe? On va faire en sorte qu'il ne reparte pas parce qu'il est rentré à la déchetterie. Là, il va payer. Donc, on a un prix dissuasif, c'est 100 € pour avoir accédé à la déchetterie, et 100 € par mètre cube entamé. Vous voyez, donc, on l'a utilisé une seule fois, et grâce au président de la Chambre régionale. Très bien. On laisse ça en suspens. Je crois qu'il y a une petite enquête pour compléter, Madame Oberlé, que vous avez découverte récemment. C'est une interview de 100 artisans d'un département. Il paraît que je n'ai pas le droit de dire dans quel département c'est, donc je vous le dirai quand même. Non, ce n'est pas vrai, je ne le dirai pas. Et quels sont les résultats? Voilà. Nicolas Sauret, vous l'aviez découverte il y a quelques heures, cette enquête. Oui, ce que j'allais dire, il y a une heure. Oui. Voilà. Est-ce que vous nous... Alors, intéressant, donc, c'est cette enquête qui a été menée dans un département de l'Est de la France. Presque 50% des artisans fréquentent régulièrement les déchetteries et ils déclarent que c'est pour se mettre en conformité avec la réglementation. Ceux qui ne vont pas dans les déchetteries, leur type d'argument, c'est deux types d'arguments. Soit c'est trop cher, soit c'est trop loin. Et on a, c'est ce qu'on a dit en introduction, on a une partie des inertes qui est utilisée en remblai. Donc ça, c'est aussi pour répondre au fait, on pourrait s'interroger, mais pourquoi il n'y a que 50% des artisans? Et parce qu'il y a aussi une fraction des artisans qui n'en a pas besoin parce qu'elle fait sa propre affaire et de façon vertueuse, on va le dire comme ça, de ces déchets de chantier. Ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est que quand on les interroge sur leurs pratiques vis-à-vis des dépôts sauvages, on a 90% des artisans interrogés qui n'abandonnent pas leurs déchets dans la nature et parce qu'ils estiment que c'est irresponsable, que c'est dégueulasse, qu'il y a des sanctions pour ces comportements, que c'est néfaste pour l'environnement.
Et puis il y a 10% d'entre eux qui, honnêtement, disent qu'effectivement, ils ont recours parfois au dépôt sauvage, 6% fréquemment, parce qu'il manque de place, parce que les horaires d'ouverture, sous-entendu, j'imagine, de la déchetterie, ne sont pas adaptés, parce que c'est trop cher, ou parce qu'ils ont eux-mêmes leur solution chez eux, c'est-à-dire des terrains privés ou des trous qui peuvent de fait s'assimiler à des dépôts sauvages, parce que tous ne sont pas dans la légalité. Bon, ça veut dire quand même, on va quand même être positif, c'est que vous avez quand même l'essentiel, et on n'en doutait pas, par intuition, c'est ce qu'on voit sur nos territoires, vous avez l'essentiel des artisans qui se mettent dans les clous, dans les règles, utilisent les solutions que la puissance publique peut leur apporter. Et puis vous avez cette petite fraction à laquelle il faut qu'on se consacre, hein, pour laquelle il faut qu'on comprenne pourquoi ils n'ont pas recours aux outils qu'on met sur le territoire. Alors il y a des choses qui sont trop chères. Ça dépend aussi d'où on est. On va le laisser à l'écran, vous en faites pas. Voilà, trop cher, que ce soit chez toi, chez moi, chez vous également, c'est gratuit, donc c'est pas un argument. Les horaires d'ouverture, c'est vrai, c'est un sujet. Le manque de place, c'est vrai que c'est jamais agréable, mais ça c'est vrai pour un artisan comme pour n'importe quel habitant. Nos déchetteries, elles ont toujours que l'espace qu'elles ont. Et tous les présidents d'Interco de France ont le même problème, qui est celui de la rotation des bennes. Parce que vous l'avez dit, nos déchetteries, elles ont été construites à une époque où on avait besoin de 4 bennes. Aujourd'hui, chez moi, il y en a 17. Donc forcément, les rotations, elles sont plus compliquées à faire. Et quand vous arrivez avec votre camion plein et que vous ne pouvez pas décharger et que vous devez repartir, ce n'est pas du meilleur effet et vous n'êtes pas tout à fait sûr que les gens reviennent le prochain coup. Guy Geoffroy, que vous inspire, Nicolas Sorel également, le témoignage de notre élu breton? Avez-vous une question peut-être à lui poser, pernicieuse ou vraiment ouverte? Moi, ce que ça m'inspire, d'abord, c'est de l'amical respect, parce que ce qui est fait là, on essaye tous plus ou moins de le faire avec plus ou moins de résultats. Et donc, cette détermination qui n'est pas d'hier, elle est absolument remarquable et je pense qu'il faut la promouvoir, il faut qu'on s'en inspire. Question, non. Pour l'instant, non, parce que ce qui a été dit est très clair. Sur la gratuité, je sais que Nicolas Sorel aurait peut-être envie de faire valoir des éléments soit budgétaires, soit doctrinaux. Moi, ce n'est pas sur la gratuité, c'est sûr, et en croisant avec ce que l'on a devant les yeux, c'est sur la notion, je l'évoquais tout à l'heure, d'artisan. Bon, parce que là, on a 100% de vrais artisans, dont 6% nous disent « c'est pas rien ». 6% nous disent « oui, moi, parce qu'il n'y a pas assez de place, les horaires ne sont pas adaptés, c'est trop cher, j'enlève la vraie fausse décharge qui est en fait une décharge sauvage. Hein, bon, qui reconnaissent mettre régulièrement là où il ne faut pas le mettre. C'est déjà trop. Bon. Mais tous les autres qui ne sont pas de vrais artisans, tous ceux qui viennent frapper à la porte et qui se livrent à des travaux où ils ont inspiré confiance à la vieille dame, au vieux couple ou tout simplement au commun des citoyens que nous sommes. Tout cela, on n'a pas le moyen de leur poser des questions comme on les a posées. Donc moi, si j'ai une question, c'est comment faire en sorte d'approcher, comment peut-on appâter ceux qui aujourd'hui estiment que finalement ce n'est pas leur problème. À votre avis, Monsieur Menou? Sur le terrain, nous, je ne vais pas dire qu'on est plutôt plus proche des 99% de gens vertueux au niveau des artisans. Donc, comment on est arrivé? C'est justement parce qu'on a apporté la souplesse. Je pense que le discours, il faut faire attention de ne pas monter des cathédrales. Donc, il coûte très cher en gestion. Je reviens sur mes batchs là, sur les pesées, sur les volumes et choses comme ça. Je répète, on prend quelque chose de très simple, tout le monde va comprendre. Vous taillez votre haie chez vous, et fait, mettons 100 mètres pour faire simple. Recto, verso, dessus. Ça fait 300 mètres. Si vous avez le droit d'apporter 2 mètres cubes ou 3 mètres cubes, vous allez mettre combien de temps à tailler votre haie? Oui, donc il faut répondre à l'attente du problème. Lorsque vous faites une terrasse, vous faites un garage chez vous, vous allez produire certainement peut-être des gravats pendant un certain temps, pendant 15 jours, 3 semaines, et puis après, pendant peut-être 10 ans, vous n'allez pas apporter des gravats d'une manière importante. Il faut ramener ça à son échelle. Donc, moi, je reste persuadé que lorsqu'on apporte des solutions simples aux habitants, quel que soit l'acteur qui est derrière, que ce soit un artisan, un prestataire, chèque emploi-service, auto-entrepreneur, et qu'on reste avec cette idée-là qu'on est en train de travailler chez le particulier.
et qui, lui, particulier, paye soit la redevance, soit la TOM. Chez nous, on a mis la TOM, forcément, elle s'applique à tout le monde, qu'on soit proche ou loin d'un conteneur, mais elle s'applique également à tous les acteurs économiques, c'est-à-dire toutes les entreprises. Et la redevance spéciale vient compléter lorsqu'il y en a besoin, lorsqu'il y a beaucoup plus de déchets. À partir du moment qu'on est face à la fiscalité de la même manière et que vous apportez un service public équitable, vous avez de l'adhésion. D'accord. Avec le discours simple. Nicolas Sauret, une question dirigée vers Jean-Yves Menot. C'est pas tant une question qu'une remarque. On en a discuté un peu avant. Jean-Yves, il a beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'avec toute la souplesse qu'il a apportée, il a quasiment éradiqué, tu me disais, les dépôts sauvages. Bon, moi j'ai l'impression qu'on est plutôt souple sur notre territoire. C'est-à-dire que nous aussi c'est gratuit, nous aussi on limite juste pour la forme, hein, parce que dans la vraie vie on limite pas les accès. Bon, pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir des dépôts sauvages. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on continue à creuser, parce qu'on n'a pas réussi nous à éradiquer les dépôts sauvages. Après, encore une fois, c'est la question derrière de la fiscalité. Nous, effectivement, on a dépassé la TOM, on a préféré passer à la redevance incitative pour plein d'autres sujets, de ce qu'on estimait être des sujets de justice fiscale, peut-être parce que c'est aussi lié à notre territoire. Nous, on est sur un territoire extrêmement rural, dans Lyon, où vous avez notamment beaucoup de personnes âgées qui habitent certes une maison dont ils sont propriétaires, mais parce que c'est la maison de famille depuis très longtemps, mais qui en vérité vivent avec un minimum vieillesse, si vous voulez. Donc moi j'avais une petite dame sur mon territoire qui payait 2800 € de taxes d'enlèvement des ordures ménagères par an. Bon, à un moment, il faut répondre à ça. Vous aviez à la fois des gens qui payaient 20 € par an, d'autres 2800 € par an. Donc on a décidé de passer à la redevance incitative. Mais la limite de la redevance incitative, c'est que du coup, à chaque fois que quelqu'un utilise un service, on doit se demander comment il le paye. Est-ce qu'il le paye à juste proportion de l'utilisation qu'il en fait? Donc forcément, quand on arrive sur l'artisanat, ça pose sujet. Parce que autant je partage complètement l'avis de Jean-Yves qui consiste à dire, moi, c'est pas tant qui a produit le déchet, c'est où il a été produit. Il a été produit chez un particulier, le particulier paye son impôt, donc on a accès. Bon. Mais vous avez aussi le sujet des artisans qui sont sur votre territoire, mais qui travaillent en dehors de votre territoire. Et moi, je ne tiens pas forcément à ce que les déchets issus des chantiers de mes artisans à Sens ou à Auxerre, qui sont les deux villes voisines, arrivent dans la déchetterie du Jovinien. Vous voyez, donc ça pose des questions de périmètre. Or, c'est compliqué à régler ces sujets-là. Jean-Yves Menot. Bon, alors je vais être clair là-dessus. Ce discours, je l'ai entendu plusieurs fois. En fait, il faut être clair, on ne viendra pas apporter les déchets de l'autre bout du département chez nous, et inversement. Donc ça se neutralise. On a fait du comptage là-dessus. Je voudrais revenir un peu sur le coût. On a, nous, regardé le surcoût la gratuité. La gratuité, aujourd'hui. On a, d'après la comptabilité analytique, on est entre 250 et 300 000 €. Vous allez me dire que c'est un peu d'argent. Oui, mais sur un budget de 15 millions. Faites votre calcul. Vous voyez, donc ça reste acceptable, vu le service rendu, parce que la décharge sauvage coûte très très cher. Nettoyer un dépôt sauvage, et surtout s'il y a une pollution derrière, ça coûte bien plus cher. Et le service est rendu. Ça a vraiment disparu, les dépôts sauvages chez vous? C'est très très rare, ouais. Très très rare. Et dès lors qu'il y a vraiment un dépôt sauvage, la première action que nous faisons, c'est le retirer et chercher, on trouve une adresse, bon, bref, on fait notre petite enquête. Mais moi, je suis contre la sanction. Je ne suis pas pour ça, je suis pour donc sensibiliser, prévention. Dès lors, lorsqu'on a eu des actions d'incivilité de ce type-là, bon, souvent d'ailleurs on démarre par ça, on fait venir la presse, le maire du village, le président du syndicat que je suis, ou éventuellement l'élu de l'Interco, et on prend une belle photo au point du dépôt sauvage, ça fait la une du journal local. Bon, après il y a une enquête, et lorsqu'on trouve la personne après, bon, on va la rencontrer, et je peux vous assurer qu'il ne va pas recommencer. Nicolas Sauret, on a un petit film à proposer. Comment le regarder sereinement? Alors, on a voulu mettre à l'honneur cette initiative du Smigval Market parce qu'elle est tout à fait originale. Elle est récente, donc il faut avoir ça aussi en tête. Hein. Ça a été ouvert à Libourne il y a moins d'1 an. Donc on va découvrir le sujet dont on parle, cette initiative qui a été menée. Et puis après, on va entendre une petite interview du président du syndicat qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais qui nous expose un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi il a fait ça, comment il finance tout ça. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. À peine déposé et déjà récupéré.
C'est du producteur au consommateur. Tondeuse, téléviseur, plantes vertes, le principe est simple, ce qui n'a plus d'utilité pour les uns peut en avoir pour d'autres, et ce, sans avoir à débourser le moindre euro. Au-delà du fonctionnement habituel, la déchetterie s'apparente ainsi à un supermarché avec ses rayons, sa signalétique et son personnel pour accompagner les usagers. Oui, ben allez-y monsieur, c'est que des végétaux. Normalement, ils peuvent se repérer tout seuls, mais je pense qu'ils aiment bien être accompagnés, puis nous, on aime bien aussi leur expliquer le pourquoi du comment. Présenter le déchet avant tout comme une ressource, les objets, mais aussi les matériaux. Carrelage, tuyaux en PVC, carton et toutes ces petites pièces qui font le bonheur des bricoleurs. Le but, leur offrir une deuxième vie et réduire d'autant le recours à l'enfouissement. Il y a un turnover fantastique, les gens ont vite compris comment ça se passait. Les gens au départ sont un peu réticents, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un effort, il va falloir séparer, trier déjà au préalable. Mais finalement, ils repartent avec le sourire parce qu'ils repartent avec des objets et du coup, ça les motive aussi à travailler avec nous. Créée pour remplacer l'ancienne, devenue trop vétuste, cette déchetterie nouvelle génération a coûté plus cher. Mais ce surcoût devrait s'équilibrer avec les économies réalisées sur les frais d'élimination ou de recyclage. Et le modèle fait déjà des émules. A priori, il intéresse, puisque nous avons déjà des contacts de toute la France pour venir le visiter. Il intéresse aussi à l'étranger déjà, donc peut-être avons-nous été innovants, mais l'important c'est que l'on corresponde bien aux enjeux de notre époque. Labellisé territoire zéro déchet, zéro gaspillage depuis 2014, le syndicat valorise aujourd'hui plus de 50% de sa collecte, avec en perspective une prochaine implantation toujours plus novatrice à Libourne. Intéressant. Bonjour à tous. Je regrette de ne pas être des vôtres aujourd'hui. Le plan de travail du SMICVAL est très contraint actuellement puisque nous sommes en train de concevoir notre deuxième plan stratégique. Cette fois-ci, c'est sur la période 2020-2030. Vous venez de voir une présentation du SMICVAL Market. Cela appelle toujours un certain nombre de questions et donc je sais d'abord ce qui vous préoccupe, le coût. Je vais vous parler, moi, du surcoût. Le surcoût de cet équipement par rapport à un équipement classique est de 380 000 €. Les résultats en un an, de mars 2017 à mars 2018, sont spectaculaires pour nous. Moins 65% de déchets enfouis, d'une part, et d'autre part, 85% de recyclage sur les déchets qui nous passent en réalité entre les mains et que nous gérons par la suite. Le surcoût d'investissement et le surcoût de fonctionnement, c'est un agent de plus, sont comptablement actuellement compensés par les non-dépenses, les dépenses évitées, les coûts évités, en particulier de l'enfouissement, et d'autre part les coûts parfois marginaux, vous le savez, mais parfois intéressants, que l'on peut obtenir sur la revente de matériaux. Cette expérience, pour nous, est importante. Nos déchetteries ont évolué depuis déjà quelques années en pôle de recyclage, c'est le terme que nous employons. Ce que nous avons voulu démontrer sur cet équipement, c'est qu'en changeant le cadre, on pouvait modifier profondément le comportement des usagers. C'est spectaculaire sur les résultats, mais c'est spectaculaire aussi sur le comportement. Ce lieu devient un lieu apaisé, c'est un lieu dans lequel les familles viennent le soir, le week-end, pendant les vacances. Ça change complètement le rapport qui est, hélas, pour l'instant, celui que nous connaissons dans la plupart de nos équipements, qui sont des rapports de tension, des rapports où les usagers sont extrêmement pressés. Ce changement de comportement, nous l'avons validé à travers cette expérimentation et nous allons poursuivre actuellement en ayant deux projets de SMICVAL Market. L'un en milieu urbain, notre ville-centre, Libourne, 24 000 habitants. Ce sera un lieu qui sera un lieu de vie, un lieu de mobilisation des énergies des associatifs, des bénévoles, un lieu aussi de service, ce sera un tiers-lieu, un lieu aussi de développement où nous pourrons accueillir toutes les start-up, tous les porteurs de projets avec qui nous travaillons sur le thème de l'économie circulaire. Et puis, nous proposerons aux riverains
riverains des services. Nous sommes en dialogue avec eux pour cela. Un deuxième Smithval Market, donc qui sera pour nous le troisième, est en cours de conception également sur le nord de notre territoire, sur un secteur qui est loin des villes, loin de toute structure commerciale. Et donc, nous essayons d'apporter une réponse qualitative aux usagers, aux citoyens, mais également une réponse aux petits producteurs de déchets professionnels. Et on pense en premier lieu aux artisans du bâtiment, aux auto-entrepreneurs qui auront accès à ce Smithval Market du secteur de l'estuaire dans les mêmes conditions que nos usagers ménages. La différence, c'est qu'il sera un peu plus vaste, un peu plus adapté. Les volumes seront calculés en fonction de ses usages. Et d'autre part, un pont bascule sera mis à l'entrée. Tous nos équipements, tous nos pôles de recyclage actuellement font l'objet d'un contrôle d'accès avec une carte d'accès qui est différente pour les usagers ménages, pour les usagers professionnels, mais aussi pour les collectivités avec qui nous avons contractualisé les accès des services, en échange aussi de leur implication dans la diffusion de messages auprès des usagers. Enfin, nous attendons de nos collègues un fort engagement pour passer ce message. Les déchets sont aujourd'hui une ressource. Ainsi, nous essayons de faire la part sur un territoire qui est un territoire avec une partie urbaine et une partie beaucoup plus semi-rurale, voire rurale. Nous apportons des réponses diversifiées. Sur le cœur le plus urbain, nous avons travaillé avec les chambres de commerce et d'industrie. Il y a une déchetterie professionnelle privée. Nous avons donc fermé nos déchetteries du secteur aux professionnels, puisqu'ils ont une réponse. Mais il est fort vraisemblable qu'à 60-70 km de là, il n'y aura pas de réponse qui sera apportée par les professionnels. Nous devons donc, nous, veiller à ce que ce service soit proposé, soit bien sûr valorisé à son juste coût. Et c'est là un autre débat, puisque la réalité des coûts impose une hausse continue de nos tarifs pour faire en sorte que ce ne soit pas l'usager ménage qui compense par son apport, que ce soit la taxe ou la redevance, les coûts générés par les usagers professionnels. Voilà, c'est la base sur laquelle nous travaillons et notre schéma stratégique va déterminer la part que nous accordons dans nos équipements pôles de recyclage, anciennes déchetteries, à ces outils que sont ces outils pour nous, nouvelle génération, les Smithval Market. Il est doué, hein, en une seule prise, ça a tenu tout seul. Alors voilà pour cette déchetterie à la mode Emmaüs, un peu, avec un nouveau modèle d'affaires. On voit bien l'élu avec cette cartographie qu'il a des usages, des kilomètres parcourus par ses artisans. Il a vraiment on l'imagine devant une grande carte de son territoire en train de se dire, lui, il ira jamais là, donc je vais plutôt faire ça, comme si. Il y a une réserve, hein, toutefois, pour l'instant, on est sur le grand public avec ce dispositif. Oui, alors dans l'intervention du président Marois, il y a plein de choses, c'est intéressant. Vous remarquerez, il le dit sur la fin, qu'il s'est engagé là-dedans parce qu'il n'y avait pas d'initiative privée sur son territoire. Et on reboucle avec l'introduction de cet atelier, c'est face à la carence de l'initiative privée, il a pris la main et il a proposé des solutions. Vous l'avez noté aussi, pour le moment, c'est une solution qui est ouverte aux ménages, et seulement aux ménages, et c'est dans le développement qu'il envisage prochainement qu'il va ouvrir aux artisans. Mais c'est hyper vertueux ce qu'il a fait. C'est-à-dire que là, on est vraiment au cœur de l'économie circulaire. Cet objet dont moi je n'ai plus l'utilité, avant de le considérer comme un objet et d'en faire un traitement soit énergétique, soit on va le déconstruire et on va faire une valorisation matière, est-ce qu'il peut avoir quelque part une seconde vie? Nous, on n'est pas allé jusque-là sur mon territoire. Pour vous donner un exemple, on a signé une convention avec Emmaüs, on a doté nos déchetteries de containers maritimes, on a formé nos agents à dévier les flux, c'est-à-dire en gros au nez, enfin à l'œil, c'est ça, est-ce que ça peut avoir une deuxième vie quelque part? Si c'est le cas, hop, ça va dans le container. Emmaüs vient toutes les semaines récupérer. On a de la chance d'avoir une communauté Emmaüs à nos portes, donc ça repart dans un circuit de deuxième vie. Donc c'est intéressant. Mais là, il va beaucoup plus loin, c'est qu'il crée un supermarché
de fait, un supermarché, des objets de deuxième vie. Donc c'est intéressant, mais ça pose une question économie. Monsieur Marois nous dit, moi j'arrive à le financer grâce aux économies que je génère sur l'enfouissement ou sur l'incinération. Tout ce qui retrouve une deuxième vie, j'ai pas à le traiter. Notamment avec les augmentations de taxes générales sur les activités polluantes qu'on prend sur la tête depuis quelques années. Je pense néanmoins que ça vaut quand on a une superficie suffisante. Je pense qu'il y a une question d'échelle aussi. Moi, je ne suis pas sûr qu'à l'échelle de ma communauté de communes de 23 000 habitants, faire un supermarché comme ça, je ne suis pas sûr de trouver un modèle économique. Mais c'est vraiment à creuser. C'est pour ça qu'on va observer avec beaucoup d'attention quels vont être les développements de ce SMICVAL Market, parce que ça peut être une solution qui peut essaimer ailleurs en France. Alors je propose à Monsieur Châtelain bonjour monsieur, d'abord, bienvenue dans cette enceinte. Vous êtes le représentant d'artisans réunis au sein de ce qu'on appelle l'institution de la CAPEB. Vous êtes peintre en bâtiment de votre côté, je crois que c'est votre métier, et vous représentez au sein de la CAPEB 8 métiers. Donc vous êtes le référent déchets pour cette organisation. On va réserver peut-être nos commentaires sur ce dispositif. On a une autre vidéo, Nicolas Soré, qui nous vient de la vallée d'Aigues-Blanches. L'idée, c'est aussi de vous faire voyager à travers des images, des innovations, des choix qui ont été faits par des territoires. Et là, c'est une déchetterie automatique privée, hein, c'est cela? Oui. Ouais. Alors là, on disait tout à l'heure, l'un des maîtres mots, c'est la souplesse. Et on voyait dans la petite étude qui a été faite sur les artisans qui disait problème d'horaire, etc. Bon, ce territoire, il a réglé l'affaire, puisque vous allez le voir, c'est une déchetterie qui fonctionne H24. Très bien. C'est effectivement une déchetterie privée adossée à une déchetterie publique. Hein. C'est sur la même emprise foncière. D'accord, merci. Plâtre, bois, gravat, déchets verts et encore mélange, cette installation est programmée pour gérer 5 types de déchets différents. Entre la sélection du déchet, la réception dans la benne, la pesée et ensuite le déversement dans le conteneur, l'opération ne dure pas plus d'1 minute. Alors ce modèle d'installation s'adresse principalement aux professionnels et artisans du bâtiment, qui étaient la cible principale lors de la conception de cette installation, qui ont une problématique de gestion de leurs déchets au quotidien. Les déchets des professionnels sont 3 fois plus importants en termes de quantité que les déchets des ménages. Jusqu'à présent, peu de structures étaient capables de les accueillir. Jusqu'à présent, les professionnels se rendaient plutôt sur les déchets publics pour déposer leurs déchets. Et cela posait un certain nombre de difficultés, puisqu'il y avait une coactivité des flux des particuliers et des flux des professionnels, avec un risque de collision. Par ailleurs, les horaires d'ouverture des déchetteries publiques n'étaient pas forcément adaptés aux horaires de travail des professionnels. Et d'autre part, les collectivités ne refacturaient pas forcément la totalité des coûts de collecte et de traitement liés aux déchets professionnels. Pour les diriger vers cette nouvelle structure privée, la communauté de communes des Vallées d'Aigues-Blanches a pris la décision de fermer sa déchetterie publique aux professionnels. Alors ce projet est particulièrement innovant puisqu'il est associé à une collectivité. Donc sans l'accord de la CCVA de fermer son accès aux professionnels aux déchetteries publiques, nous n'aurions pas pu monter ce projet. Et puis par ailleurs, ce système-là va permettre de désengorger les déchetteries publiques au profit de structures professionnelles telles que celle-là. Et par ailleurs alléger aussi le budget des collectivités puisque ce ne seront plus les collectivités qui assumeront le coût de traitement des déchets professionnels. Puisque le système est complètement automatisé, il sera ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les professionnels devront payer soit directement, soit via un système de facturation par mois. À noter que le prix est revu à la baisse si un tri des déchets est réalisé au préalable. Bien, nouvelle initiative, nouvelles idées, nouveaux modèles économiques. Messieurs les présidents, est-ce qu'on peut écouter notre auditoire, peut-être ceux qui avaient posé des questions en début de réunion à 14h. On est dans les 20-22 dernières minutes de notre table ronde. Alors, qui peut-être souhaite compléter, monsieur? Je viens à vous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Yves Lelon, maire d'un petit village de montagne dans les Hautes-Alpes, Saint-Apollinaire. On avait un syndicat qui est maintenant, la compétence a été reprise par la communauté de communes, donc on est de repasser en régie. Et on a un système qui est à peu près similaire à ce qu'a dit monsieur en Bretagne.
En plus, la déchetterie était accolée à une ressourcerie qui elle-même sert aussi de lieu d'insertion pour un public en difficulté. C'est pour ça que je voulais savoir s'il y avait d'autres expériences. On vient de répondre à un appel à projet à la suite d'une visite à Libourne pour essayer d'aller vers ce système de supermarché, entre guillemets, ou d'hypermarché du déchet. Alors j'ai été interrogé par la remarque de monsieur alors on a un territoire de 17 000 habitants, hein, donc encore plus petit que ce que vous venez de dire. Et je voulais vous interroger sur ce qui vous faisait dire que le modèle économique ne serait viable qu'à partir d'un certain seuil de population relativement élevé. D'ailleurs, à Livourne, c'est combien d'habitants en dehors de la dimension du territoire? Libourne même, je crois que c'est 24 000, si j'ai bien entendu. Alors, mon expérience personnelle, donc c'est-à-dire que ça vaut pas grand-chose, hein. Au-delà de la Comcom, je préside le syndicat de déchets du centre de Lyon. Donc là, on est sur quasiment 150 000 habitants. Et on a fait une étude parce que nous aussi, on va ouvrir à Auxerre, donc le chef-lieu du département, ce que nous, on a appelé une matériothèque. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que c'est à destination des professionnels. Mais on est sur un modèle où, avec la Chambre de commerce et d'industrie, on a fait le tour des industries du territoire pour détecter leurs déchets de production. Les métaux ferreux, les métaux non ferreux, le bois, etc. Et on a cherché à savoir si ces matériaux-là, qui sont des déchets pour les premiers, pouvaient être des matières secondaires pour d'autres. Et le résultat de notre étude, c'est que si on n'est pas sur un bassin suffisant, on ne va pas collecter suffisamment de matériaux pour qu'il soit intéressant d'ouvrir un grand magasin. Donc, mais c'est vraiment qu'une première approche. Tout à l'heure, j'ai bien dit peut-être qu'il peut y avoir un sujet de point d'équilibre. Parce que Libourne, c'est 24 000 habitants, mais c'est bien que le chef-lieu de leur interco. Je ne sais plus exactement combien fait l'ensemble de la communauté de communes, mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. Voilà, donc je suis moi dans l'interrogation. Comme vous, pour chez moi, je me demande est-ce que ça peut fonctionner sur un petit territoire finalement. Donc, une petite expérience également qui me concerne. Ça se trouve sur l'Agnon. Hein, donc on appelle ça une objetterie. Alors, on a un nom barbare, objetterie pour la démarche objet. Donc en fait, sur toutes les déchetteries, on a un point de réemploi. Donc un conteneur qui est mis, un conteneur maritime, où donc les personnes peuvent déposer donc des objets qui peut-être pourraient avoir une seconde vie, une réparation, chose comme ça. Et on ramène tout ça sur donc ce qu'on appelle l'objetterie, où on a une déchetterie traditionnelle, hein, et donc l'économie sociale et solidaire qui est là, donc type Emmaüs tout simplement. Hein, ils font des fois de la réparation, du démantèlement, de la restauration, de la rénovation. Et juste à côté, il n'y a que la route à traverser. Ils ont un supermarché, on va dire, hein, donc de vente de produits comme ça. Donc l'entreprise d'insertion s'équilibre beaucoup. C'est pas la collectivité qui apporte le financement en totalité. Hein, on envoie du financement à cette entreprise d'insertion également. L'État aussi, à travers les emplois que vous connaissez, qui sont soutenus. Donc, et là, on est sur un bassin. Si je prends, voilà, nous, on est 200 000 habitants au total, mais si on est sur le bassin de l'Agnon, on est grosso modo autour de 80 000 habitants. Et ça fonctionne plutôt bien. Il y a à peu près 15 à 20 emplois derrière ça, dans l'insertion. Merci Monsieur Menot. Est-ce qu'il y a d'autres élus ou membres du groupe de travail? On va les prendre tour à tour. Madame. Oui, effectivement, là on parle de supermarché, je dirais physique, mais il y a aussi le fait que quand il y a des travaux qui sont à faire, il y a quand même une étape d'anticipation. Et aujourd'hui, il existe quand même beaucoup de plateformes numériques qui sont portées par différentes instances et qui permettent effectivement de dire je vais déconstruire tel bâtiment. Ça va faire tant de fenêtres, tant de radiateurs, tant de plaques de plafond, etc. Et ça peut être mis en ligne quelques semaines, mois avant d'être obligé vraiment de déconstruire. Et ça peut à ce moment-là être acheté ou alors donné. Parce que si finalement j'économise le fait de transporter et de retraiter mes déchets, je peux bien donner ces matériaux-là pour peut-être des familles qui ont besoin de rénover. Donc ça, c'est quand même un facteur important. Et après, quand on est sur ces sujets-là, si ça doit être réutilisé dans le domaine professionnel par d'autres artisans, il y a une réflexion à avoir sur tout ce qui est assurance. Si ce produit, mes radiateurs par exemple, qui ont une durée de vie, une garantie de 10 ans, ils ont été 6 ans dans ce lieu-là, ils ont entre guillemets encore 4 ans de garantie, comment peut se faire ce transfert de garantie
vers un nouveau bâtiment, par exemple. Et là, c'est vrai que le numérique, que ce soit pour de la plateforme ou sur de la blockchain qui permet d'avoir la traçabilité complète du produit, c'est vraiment des solutions sur lesquelles il faut que l'on se penche, en tout cas qu'on se rapproche de professionnels, mais ça peut être source de solutions. Oui, j'avais juste une petite remarque à faire entre les deux discours qu'on a entendus tout à l'heure. Moi, je suis donc président d'un syndicat départemental de traitement de valorisation des déchets sur la Haute-Saône, c'est le CITEVOM, qui est compétent sur les 32 déchetteries de son territoire, qui représentent 270 000 habitants. Et on a une solution un petit peu intermédiaire entre l'accès gratuit pour tout le monde, financé par une TOM, et le badgeage des professionnels ou de l'ensemble des usagers. On a une solution intermédiaire qui consiste, on a le badgeage pratiquement sur toutes nos déchetteries, et on identifie donc les professionnels qui viennent déposer, mais on ne fait payer que sur les matériaux qui ne sont pas recyclés. C'est-à-dire que sur les 32 flux de matières qui sont collectés sur les déchetteries de taille supérieure, on va dire, on a des petites déchetteries rurales où on n'a pas tous ces flux, les professionnels sont identifiés et ne sont facturés que sur les déchets qui ont un coût à l'enfouissement ou un coût de traitement comme les déchets végétaux, mais tout ce qui peut être valorisé est gratuit pour ces professionnels. Donc c'est une solution un petit peu intermédiaire. Et puis une deuxième petite remarque sur les dépôts sauvages. Je crois que malheureusement, il n'y a pas que les dépôts sauvages des professionnels qu'on trouve dans nos campagnes, il y a aussi un peu des dépôts sauvages de particuliers. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus qui puissent se targuer de n'avoir 0 dépôt sauvage. Et malheureusement, des comportements non vertueux, il en existe encore vis-à-vis de nos concitoyens. Il n'y a pas que les pros qu'il faut montrer du doigt. Alors justement, les pros ont la parole, si vous nous la rendez. Est-ce que nous allons vers le dernier quart d'heure de nos échanges? Monsieur Châtelain, alors vous avez entendu, vous avez écouté, vous êtes un de ces artisans qui sont appâtés à certains égards pour aller porter ici. Vous valorisez, vous utilisez des déchets. Est-ce qu'ils vous appartiennent d'ailleurs? Oui, non, ça fait partie des questions qu'a posé cette table ronde. De façon libre, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux élus de France? Tout d'abord, j'ai l'impression que j'avais pas mal d'avocats favorables vis-à-vis des artisans, parce que notamment, monsieur le maire, merci d'avoir mis des parenthèses au mot artisan. Donc je n'interviendrai pas sur le champ des artisans, pseudo-artisans hors parenthèses, je vais rester juste dans les parenthèses. On a beaucoup d'exemples et ça a été dit à plusieurs reprises. Je crois que ce qu'il faut entendre, c'est que vous avez autant de solutions que vous avez de territoires. Nous, on représente 70 000 entreprises, dont 50% sont des artisans seuls. Donc nous sommes des gens de proximité, d'économie circulaire. La CAPEB. Voilà, recensé. La CAPEB, donc c'est la Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment. Certes, on ne représente pas toutes les entreprises, mais lorsqu'on est sur des actions, on s'adresse à toutes les entreprises. Nous sommes très proches du territoire, puisque nous sommes à la fois votants, et puis, je veux dire, les maires sont en place un peu grâce à nous. Et si on reste sur le débat d'aujourd'hui, parce que le déchet pourrait nous prendre la journée si on s'écarte un peu sur d'autres territoires, donc je vais rester sur ce qui a été dit aujourd'hui, donc sur les petites communes ou les communes rurales. Je crois que, messieurs, je vous invite à surtout tenir bon et à garder vos modèles. Parce qu'on entend dire qu'il se pourrait qu'il y ait des ordres qui soient donnés, des déchetteries municipales fermées aux entreprises. Je vous en supplie, ne cédez pas à ça. Pourquoi? Parce que le monde de l'artisanat a des habitudes, et ces habitudes, c'est aussi la proximité, la gratuité. Alors, on est pour, on est contre, je ne dépasserai pas trop ça, parce que ça dépend du contexte. Et selon l'endroit où vous habitez, demain, si on ferme ces déchetteries, et si vous n'apportez pas de solution, là, vous allez avoir des tas de kilomètres. Et quand on parle du prix de la déchetterie, c'est presque secondaire. C'est le coût engendré pour aller à cette déchetterie. Le temps perdu, je vous dis, 50% sont des artisans seuls. Mais vous le ferez payer à vos clients. Alors, ça, c'est une autre solution. Si nous, on ne paye pas, on ne va pas faire payer. Les kilomètres, voilà, oui. Non, on ne les fait pas payer. On devrait peut-être, aidez-nous, on trouvera une solution. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne tout de suite. Mais effectivement, ce coût-là, c'est complètement gratuit.
quand on fait payer, c'est ce que l'on a payé à la déchetterie. Ensuite, nous, ce que l'on défend à la CAPEB, alors on travaille dessus depuis 10 ou 20 ans, mais il y a un coup d'accélérateur depuis 1 an et demi avec tout ce qu'on nous propose. Je vous assure, si vous êtes bien au courant de tout ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on nous promet un avenir plutôt sombre. À chaque fois, on est toujours sur le banc des accusés. Toujours. Et effectivement, il serait bon de temps en temps, mais vous l'avez fait, de parler des particuliers qui travaillent. Alors là, il y a 2-3 initiatives que je trouve intéressantes, mais qui me font un peu peur. C'est évoqué par Madame Derrière. Il ne faudrait pas créer un circuit parallèle sur les produits. Les assurances, je vous rassure, elles ne fonctionnent plus une fois qu'elles ont été en marche. Même s'il y a 10 ans, ce n'est pas 6 plus 4, c'est 6 et 0. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait un circuit parallèle qui se crée avec ces pseudo-entreprises, entre autres, parce qu'on va dire que nous, on est vertueux. Alors, on a vu les chiffres, hein. Il y a quand même 6% qui se déclarent non vertueux. Mais globalement, je pense que nous, on a tout intérêt que les choses réussissent, parce que notre image, elle en a pris un coup sur tout. Donc aujourd'hui, quand on se présente chez un client, on doit être une véritable entreprise déclarée, avec des employés déclarés, et on doit payer nos impôts, et on doit tout faire, et c'est comme ça qu'on survit, c'est parce qu'on a une image. Le bouche à oreille fonctionne. Vous savez qu'on a fait faire des tas d'études pour savoir comment avoir des clients. C'est encore le bouche à oreille qui fonctionne, et de travailler à côté de chez soi. Donc voilà ce que je voudrais dire. Donc les exemples, moi je trouve ça très bien. La proximité, évidemment, on en a parlé ensemble. La traçabilité, on y tient beaucoup. Nous, on veut pouvoir... Un exemple qui a été donné tout à l'heure, je ne sais plus par qui, c'est de ne faire payer que si on a la preuve qu'on a porté les déchets. Alors moi, je vous soutiens totalement. Hein. Au client, à ce moment-là, de garder la masse d'argent qui correspond aux déchets, et on paye à ce moment-là, au moment où on a amené sur facturation. Parce que nous, on promène aussi avec des logos. Il faut que ces logos soient valables. Vous pourriez le mettre en place éventuellement parmi vos... Alors à la CAPEB, nous, on est en train de signer des chartes de bonne conduite, dont vous allez entendre parler sur les journaux très bientôt. On a pris quelques retards. On devait signer à Polytech avec quelques grands groupes une charte de déchets qu'on va faire circuler dans nos adhérents dans un premier temps. Et elle est gratuite, elle est sur la marge de la bonne volonté, mais on veillera à ce que ce soit mis en place. Et messieurs le maire, c'est quelque chose qu'il faudra faire savoir. Et on demandera aux artisans d'aller montrer cette charte et de prouver que s'ils ont payé, eh bien, ma foi, il y a une traçabilité. S'ils n'ont pas payé, peut-être qu'on pourrait faire aussi une fiche de traçabilité, même sur le non payant, pour l'action citoyenne que l'on a faite. Jean-Yves Menou, des gens expérimentés dans cette salle, d'autres qui justement sont attirés par la thématique et se disent comment innover, comment améliorer un dispositif. Pour se faire une philosophie de ce sujet que vous connaissez depuis que vous êtes tout bébé, qu'est-ce que vous recommandez? C'est d'aller justement ailleurs, de faire des learning expéditions en Belgique, en France, dans d'autres pays, sur d'autres territoires? Absolument. Moi, je pense que personne n'a la science infuse. Il y a plein de solutions, on voit plein d'idées. On entend ici même, on a vu une belle expérience tout à l'heure. Je crois que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est une juxtaposition de solutions qui permettra d'avancer dans cette direction-là. Il y a toujours des idées à prendre ailleurs, hein, y compris chez nous. Je reste persuadé qu'on peut encore beaucoup améliorer. Et sur quoi vous allez travailler justement l'an prochain du côté du Trégorois là? Alors, donc, on est en train de travailler par exemple sur tous les plastiques et le bois. Aujourd'hui, le problème, c'est on a un grand problème avec la problématique du bois en France. Le gisement de bois, il a explosé. Bon, ce n'était pas peut-être l'objet, mais encore que ça touche le bâtiment. Hein, Écomobilier est arrivé, a eu comme premier objectif de retirer tout le bois de l'enfouissement. On peut s'en réjouir, parce que c'est quand même une matière intéressante, hein, qui peut avoir une valorisation énergétique intéressante sur les territoires, à condition de mettre des chaufferies qu'il faut à côté. Vous voyez, mais là, Écomobilier a sorti le bois de l'enfouissement et les solutions techniques pour la valorisation énergétique du bois dans les conditions économiques satisfaisantes à l'échelle des territoires. J'insiste beaucoup à l'échelle des territoires, c'est-à-dire que s'il faut faire des chaufferies de 100 000, 200 000 tonnes, ou on va faire des centaines de kilomètres pour les transporter, le bilan carbone, donc on n'est pas dans le cercle vertueux. Donc on travaille là-dessus, nous, pour mettre en place des chaufferies donc, industrielles à l'échelle de nos territoires où on a de l'agroalimentaire à côté qui peut être intéressé. Et on travaille sur le tout plastique aujourd'hui des encombrants.
Monsieur Geoffroy, Monsieur Sauret, on laissera la dernière parole, la dernière pastille d'information aux deux élus qui ont eu la gentillesse d'ouvrir les échanges. Auparavant, un dernier mot de votre part à l'un et à l'autre. Est-ce qu'une idée a été suffisamment mise en valeur de votre point de vue, Monsieur Geoffroy? Est-ce qu'il y en a une autre que vous aimeriez laisser apparaître et qui fera peut-être l'objet d'ailleurs d'un prochain congrès? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'idées, et si nous avions plus de temps, nous en aurions d'autres qui viendraient s'ajouter. Elles sont toutes de la même essence, c'est-à-dire un lien avec le territoire, ce qui nous permet de réaffirmer qu'aucun territoire de notre pays ne ressemble à aucun autre et qu'aucune solution plaquée par de hautes sphères qui auraient réfléchi à tout ça ne fonctionnera de manière égale sur l'ensemble des territoires. En revanche, on a compris que les artisans veulent de la flexibilité quand on parle de leurs déchets ou de ceux de leurs clients. Donc, ça doit être souple. Ça doit être adapté à la ligne directrice de la politique menée par les élus au sein de leurs syndicats ou de leurs intercommunalités quant à la stratégie écologique, économique et fiscale sur la prise en charge des déchets. Ce qui apparaît très clairement avec le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les déchets des petits chantiers, c'est qu'il y a un retour à l'habitant. Et que, comme le correspondant des élus sur le traitement des déchets issus des ménages, c'est l'habitant, on est en plein dans ce cœur-là. Donc moi, j'ai deux remarques. La première, quand il y a eu des rapprochements entre déchetterie publique et déchetterie privée, on est dans la simplicité et dans l'intelligence. On a au moins un des arguments pour les 6% dont on parlait tout à l'heure qui est supprimé, c'est vous nous faites aller trop loin. Là, franchement, que la puissance publique ait fait le choix avec une entreprise privée d'offrir, comme il le convient, toute une série de services en fonction de la nature des déchets concernés, à la fois aux particuliers et aux entreprises, c'est tellement simple que c'est superbe. Deuxième remarque, non pas pour refroidir tout le monde, mais pour dire qu'on a encore du chemin à faire, c'est que le market que l'on a vu tout à l'heure, cette sorte d'Emmaüs qui étend ses antennes un peu partout. Oui, sur beaucoup de produits, je suis beaucoup plus perplexe sur les déchets de nos petits chantiers chez nous, où on a plus du tout venant que du déchet qui va très rapidement, pour le spécialiste, redevenir produit sans avoir besoin de passer par des filières professionnelles précises, exigeantes de recyclage. Ça ne doit pas nous décourager. Moi, je vous livre une idée, et je ne sais pas si elle s'applique à notre sujet d'aujourd'hui. Mais dans mon syndicat, on a mis en place il y a plusieurs années un objet recyclé totalement identifié qui s'appelle notre concert écolo, l'éco-concert tous les ans. Avec la filière, sur les D3E, on obtient un financement à 100%. Ça ne nous coûte pas un sou. Et on offre des concerts avec des grands noms. Qu'est-ce qui fait venir les gens à ce concert? Il y a la règle du jeu. Vous venez avec votre vieux grille-pain, votre vieille cafetière, que vous n'avez pas ramené chez Darty, qu'on n'est pas venu vous reprendre. Et vous faites de la venez, musique. et c'est le prix de votre billet pour assister au concert. Donc c'est une idée parmi d'autres. Je me demande si on n'a pas à creuser ce genre de petites choses qui jaillissent dans l'esprit d'un des nôtres autour de la table et qui ensuite font florès, pour trouver, en fonction de notre vie, de notre expérience, de notre identité, plein d'idées de cette nature qui ont comme grand avantage de mettre toujours l'habitant dans le coup, mais pas l'habitant cochon de payeur, l'habitant respecté dans ce qu'on lui a demandé de faire de plus en plus, c'est-à-dire veiller à moins produire de déchets, c'est le mieux, mais surtout à en produire de manière suffisamment respectueuse de ce que l'on va en faire après pour qu'on puisse en faire quelque chose après. Alors, il est 15h30, merci monsieur. Vous avez rendu tout le monde curieux. On va s'inviter avec notre grille-pain, Nicolas Sauret, et puis ensuite vos deux collègues dans votre dos. La synthèse a été bien faite, c'est-à-dire souplesse, etc. Bon, moi, la seule chose que je voudrais dire, c'est que la meilleure façon d'y parvenir, c'est de se rapprocher, c'est d'avoir des
des solutions hyper locales. Et ceux qui sont de bons conseils, par expérience, pour avoir monté des projets sur ce sujet, c'est les chambres des métiers, chambres de l'artisanat, chambres de commerce et de l'industrie, les antennes locales, départementales de la CAPEB. Et c'est en gros mettre tout le monde autour d'une table localement pour essayer de trouver les solutions qui soient les plus adaptées au territoire. Le trou dans la raquette qu'on évoquait en début de réunion, c'est parce que justement il n'y a pas une solution mirifique, applicable de Marseille à Dunkerque de façon uniforme. Il faut trouver des solutions souples, extrêmement adaptées à la réalité de la configuration du territoire. Mais c'est des élus locaux qui vous parlent. Dans une salle d'élus locaux, je vais vous dire, cette démarche-là, on l'a en vérité sur tous les sujets. Et si on est parfois un peu épidermique sur certains autres sujets à des solutions toutes verticales qui nous descendent du haut, c'est parce qu'on sait par expérience qu'une fois sur deux, un truc prémâché qui nous arrive par voie de circulaire préfectorale, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc on se prend en main et localement on essaye d'être agile, souple et innovant. Bonnes auditions et bons projets. Monsieur, avez-vous appris, avez-vous détecté quelque chose? Est-ce que l'AMF a bien travaillé autour de ce forum? Oui, je pense que... merci déjà de me donner l'occasion de conclure. Donc je pense qu'effectivement l'AMF a bien travaillé. Effectivement, moi ce que je peux retenir, c'est qu'effectivement, d'abord, la question des déchets, c'est un sujet extrêmement passionnant et qui permet aussi de discuter dans les déjeuners en ville. C'est un très bon sujet quand même. Cela dit, je m'aperçois aussi qu'en conseil communautaire, quand on parle de la question des déchets, souvent il y a des sujets qui passent très très vite. On vote des millions de travaux, etc. Et puis à un moment donné, on arrive sur la question des déchets, on reste 3 quarts d'heure à discuter des détails. Et les élus sont très, très préoccupés par la question. Donc effectivement, moi j'ai entendu différentes solutions. J'ai commencé à un peu imaginer, j'ai commencé à passer des messages à ma responsable de service. Effectivement, il y a 2-3 sujets, il faut qu'on réfléchisse un peu autrement. Effectivement, je pense que monsieur la CAPEB, il faut qu'on travaille ensemble. On peut imaginer des déchetteries qui soient co-gérées, enfin, qu'il y ait un conseil de surveillance des artisans avec des élus. Les élus ne tiennent pas la vérité parce que tout d'un coup ils deviennent élus. Donc effectivement, je crois qu'il faut aussi qu'on apprenne d'autres méthodes, qu'on mette en place d'autres méthodes, qu'on n'impose pas non plus notre verticalité, alors que des fois on n'aime pas la recevoir. Voilà. Donc je pense qu'il y a aussi, on doit aussi avoir d'autres méthodes de notre côté. Voilà. Et je pense qu'effectivement ça permet de répondre aux besoins. C'est vrai que les artisans, quand on finit sa journée à 18h, 19h, les déchetteries sont fermées. Le lendemain matin, il faut repartir sur notre chantier, il faut être à 7h30. Donc c'est compliqué, il y a des temps de transport. Moi je suis sur une petite agglo, mais il n'y a pas beaucoup de kilomètres, mais c'est très long à aller d'un territoire à l'autre, enfin d'un point à l'autre. Donc il y a aussi ces contraintes. Donc il faut aussi en tenir compte. Et les artisans sont des citoyens comme les autres. Alors merci à vous, premièrement, de votre parrainage pendant ces 90 minutes d'échange. Juste pour info, avant d'écouter votre dernier représentant, il y a une table ronde, un forum donc, qui suit immédiatement. C'est-à-dire ça démarrera à 16h, mais il y a un temps de battement nécessaire. Ça portera sur le commerce de centre-village, de centre-bourg et les innovations qu'éventuellement les élus locaux peuvent porter pour ne plus se retrouver avec des communes purement dortoirs. Monsieur, on vous écoute. Oui, alors moi c'est d'abord un mot de remerciement et je crois que le groupe de travail de l'AMF fait un travail qui est absolument indispensable, nécessaire et d'avenir. Là c'est le déchet, c'est l'avenir, ou c'est vraiment la ressource d'avenir. Donc je voulais à la fois vous féliciter, vous encourager. Peut-être 3 mots simplement. Dire qu'effectivement, par rapport à la table de ronde du jour, c'est-à-dire les déchets des petits chantiers, vous avez parfaitement traité le thème de la diversité, me semble-t-il, des solutions. Il n'y a pas une solution miracle. Et il faut que chaque territoire puisse s'en saisir. Après, par contre, j'ai aussi beaucoup apprécié dans les films qui ont été passés le fait qu'on remettait en perspective ce type de déchets par rapport à d'autres, et notamment l'ensemble de la filière des déchets industriels, qui est effectivement considérable. Et là où on a encore besoin d'aller plus loin dans la structuration, au niveau national, des grandes filières, le plastique par exemple, et c'est absolument déterminant. Et puis, juste un mot de conclusion, c'est que je sais que depuis que je suis né, on est entre 3 et 4 fois plus nombreux sur Terre, donc on produit entre 3 et... même si les unités ne sont pas les mêmes selon les pays, et qu'effectivement, il y a une révolution totale à faire, et que
les déchets, c'est quand même un des vrais grands traits d'union entre l'économie et l'environnement. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois qu'il y a un travail vraiment absolument innovant qui doit être poursuivi. Et je vous remercie. Je remercie en tout cas vraiment tous ceux qui y contribuent au niveau de l'AMF. Est-ce que vous sentez aussi que la délégation déchets dans une collectivité prend du poids et finalement est convoitée? Moi, je vais battre ma coulpe en tant qu'élu local. Je suis maire depuis 2 mandats, quand auparavant, on ne faisait pas assez attention. Clairement. C'est-à-dire que dans les syndicats, on sait l'importance qui va être demain celle des syndicats de collecte qui sont des acteurs majeurs pour qu'on réussisse ce qu'on vient de se dire. On n'envoyait pas forcément celui ou celle qui était le plus formé à se battre sur ces sujets-là. Je le dis avec des mots un peu empoulés, hein, mais il va falloir que ça change. Et ces sujets-là, c'est un sujet qui est majeur. Il faut qu'on se batte pour qu'on y soit et qu'on s'améliore en compétences et en formation. Et l'AMF est aussi là pour ça. Merci beaucoup. Voilà, on a le droit de s'applaudir et on a le droit de laisser la salle ou d'y rester. Bonne fin de journée à toutes et à tous.